Bonjour Edu Plenel. Bonjour. Patron fondateur de Mediapart, vous publiez l'épreuve et la contre-épreuve de la Yougoslavie à l'Ukraine chez Stock, on va en parler. Festival pour la liberté de la presse samedi avec Mediapart. Vous diriez encore, Edu Plenel, que la liberté de la presse aujourd'hui en France est vraiment menacée? Oui, elle est menacée par la concentration, par le poids des oligarques financiers sur les médias, par des conflits d'intérêts, par l'absence de régulation. Et donc, il faut la défendre, surtout dans le monde qui est le nôtre, un monde troublé, un monde où on a du mal à y voir clair. Il nous faut une presse indépendante. Sans presse indépendante, sans presse libre, et c'est le sens de ce festival populaire, entrée libre et gratuit toute la journée de samedi, eh bien, nous deviendrons peut-être aveugles ou borgnes. En tout cas, c'est Ouais. un bien très précieux. Oui, et vous dites qu'il y a des médias aux mains d'oligarques, aux mains de milliardaires. Vous avez mis en cause, par exemple, CNews. Vous avez dit, c'est une chaîne à tendance fasciste, pratiquement, c'est ce que vous avez dit. Bien sûr, M. Bolloré est un homme richissime qui a fait sa fortune sur le dos notamment des peuples africains, mais il a aussi une idéologie et il veut faire de CNews l'équivalent de Fox News aux États-Unis. Ce sont des chaînes de haine, ce sont des chaînes xénophobes. Russia Today a été fermée, mais écoutez bien CNews, la propagande poutinienne, elle est sur CNews aujourd'hui. Oui, mais vous répondez quoi à Pascal Praud, qui est une des vedettes de cette chaîne, qui vous traite, je le cite, de tartuffe national? Je ne réponds pas à des imbécilités. C'est tout ce que vous avez à lui dire. Oui, je n'ai rien à dire à M. Praud. Ouais. Mais ça vous blesse, ça vous... Non, ça non, vous- non, non, non. Nous ne faisons pas le même métier. Nous travaillons à Mediapart du côté des vérités de fait, du côté de l'information, du côté de l'enquête, des faits qui peuvent déranger, qui peuvent bousculer. Les personnes dont vous parlez sont du côté de l'opinion, y compris des pires. Et vous savez, parfois, l'ennemi de la vérité, ce n'est pas forcément le mensonge, ce sont les opinions. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Et c'est ce qu'ils font dans ces plateaux de talk-show où on blablate, et où on blablate, y compris, encore une fois, pour dire des opinions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, à l'encontre du respect de la personne humaine, à l'encontre du respect de la diversité humaine, de la diversité d'origine, d'apparence, de croyance. Bref, voilà, nous ne sommes pas du tout dans le même registre. Oui, et vous avez le sentiment qu'on essaie de vous faire taire, quelque part, quand on vous attaque Non, de cette manière? moi, sincèrement, on ne m'attaque pas. On essaye d'attaquer Mediapart à travers ma personne. Il se trouve que moi, je suis dans le paysage depuis longtemps. J'ai eu 70 ans récemment. Mediapart va avoir 15 ans, mais j'ai toute une vie avant Mediapart. Et donc, comment essayer de décrédibiliser Mediapart, qui est inattaquable? Mediapart est totalement indépendant, n'a aucun fil à la patte, et l'équipe de Mediapart, récemment, toutes nos révélations récentes le prouvent encore, est inattaquable sur son travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, comme disait Richelieu, donnez-moi une ligne et je réussirai à pendre quelqu'un. On essaye d'attaquer Mediapart en essayant de créer des petites polémiques autour de ma personne qui sont sans intérêt et surtout sans fondement. Oui, dans ce livre, vous écrivez par exemple: la France de Nicolas Sarkozy a ajouté, avec l'intervention en Libye à laquelle la Russie et la Chine ne s'étaient pas opposées, le mensonge d'une guerre au motif inavoué car inavouable, dissimulant ses propres corruptions. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Bien, on est au cœur de comment nous avons une responsabilité dans les désordres du monde actuel. En l'occurrence, et Mediapart l'a révélé ces derniers jours, nous arrivons à la fin de cet immense scandale libyen que, vous savez, nous avons porté contre tous ces médias qui n'ont pas voulu croire nos révélations. Et ces faits, même la justice n'en aurait rien su si Mediapart n'avait pas existé. Nous avons mis au jour la corruption par une dictature d'une partie de la vie politique française, en l'occurrence du clan Sarkozy. Aujourd'hui, le dossier est bouclé. Aujourd'hui, même les témoins libyens confirment nos informations. Les démentis de Nicolas Sarkozy sont explosés façon puzzle, comme on disait dans les tontons flingueurs. Donc nous allons aller vers un procès de M. Sarkozy, son troisième. Je rappelle qu'il est mis en examen pour association de malfaiteurs dans cette affaire. Et peut-être faudrait-il, au moment où on veut défendre des principes face à un impérialisme agresseur dont nous allons parler, et une dictature, celle de M. Poutine, faudrait-il que nos autorités et le président français défendent des principes? Comment peut-on envoyer, pour représenter la France, aux obsèques du Premier ministre japonais, M. Abe, M. Sarkozy, 2 fois condamné, multi-mis en examen, au cœur
d'une affaire de corruption qui scandalise tout le reste du monde, qui montre comment nous sommes aussi parfois des imposteurs. Nous n'avons pas de leçons à donner aux gens quand on voit une telle corruption au cœur de la vie politique française. Je suis totalement étonné que M. Macron continue à donner des missions officielles à M. Sarkozy. Oui, vous dites dans ce livre que l'oligarchie poutinienne a bénéficié de vénalités pro-russes, y compris donc en France, et qu'il y a, on croit le comprendre, une sorte d'hypocrisie aujourd'hui à le dénoncer. Non, j'ai fait ce livre d'abord pour nous réveiller, pour nous dire que nous sommes concernés, que nous devons être aux côtés du peuple ukrainien et le soutenir, et y compris, il faut le soutenir militairement, car il faut arrêter cet impérialisme qui est celui d'une dictature, qui est un impérialisme identitaire, néo-fasciste dans son idéologie. En l'occurrence, la corruption qu'a développé le régime russe a d'abord concerné les droites extrêmes, l'extrême droite européenne. Chez nous, le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, a bénéficié de l'argent de M. Poutine. Madame Le Pen a été 5 fois à Moscou et a soutenu sur l'ensemble des cas, l'Ukraine ou la Syrie, la position de M. Poutine. Mais il n'y a pas que cette extrême droite. En effet, M. Sarkozy a fait des contrats avec des oligarques russes, notamment une société d'assurance, et puis il a défendu lui aussi les positions de Vladimir Poutine. Il a dit qu'il avait le droit d'être une grande puissance, il a soutenu, y compris le fait que c'était son ami. Mais pas seulement ça, et c'est ce qui a de dérangeant que j'ai voulu mettre sous les yeux de tout le monde pour comprendre l'aveuglement français. Vous savez, le représentant spécial de la France, nommé par M. Hollande, et qui a été maintenu en poste jusqu'à cette année, jusqu'à récemment par M. Macron, était Jean-Pierre Chevènement pour la Russie. Jean-Pierre Chevènement représentait auprès de Poutine la voix de la France. Et vous savez quoi ? M. Chevènement, je rappelle toutes les citations, il a soutenu la politique de Poutine, il a soutenu l'annexion de la Crimée, il a considéré qu'au Donbass, il y avait des rattachistes qui avaient le droit de vouloir être rattachés à la Russie. Il a soutenu ce qui se passait en Syrie en considérant que c'était une bataille entre sunnites et chiites et qu'il n'y avait pas un peuple à défendre. Un jour, nous nous souviendrons de notre indifférence, de notre abstention vis-à-vis du peuple syrien, de sa révolte démocratique et de comment il a été massacré par, évidemment, le régime Assad, mais avec, depuis 2015, l'aide de Poutine. Nous nous souviendrons de cette histoire syrienne comme de notre guerre d'Espagne, comme le moment où, en n'étant pas au rendez-vous, en ne soutenant pas, en étant dans l'abstention, nous avons manqué à donner un coup d'arrêt à ce qui nous arrive aujourd'hui. Un nouvel impérialiste, agresseur, qui a l'idéologie de l'extrême droite et qui est une menace pour la paix du monde. Oui, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Enfin, dénonce l'impérialisme de Poutine. Il reprend vos mots, vous êtes d'accord avec lui? Je me suis demandé en l'écoutant aux Nations Unies s'il n'avait pas lu ce livre, parce qu'il dit aujourd'hui ce qu'il aurait dû dire beaucoup plus tôt. Vous savez, ce livre reprend en partie ce que j'ai défendu dans les colonnes de Mediapart dès l'invasion, dès le 24 février. Et à ce moment-là, j'ai été sidéré par l'abstention, la pusillanimité française. Monsieur Macron était président de l'Europe à ce moment-là. Il avait un moment chilien, peu importe d'où on vient. Il y a l'essentiel qui est en jeu. Il y a un peuple qui cherche à défendre son avenir démocratique. La démocratie ukrainienne n'est pas pure. Elle a ses corrompus, elle a ses oligarques, mais il voulait une dynamique. C'est ça, à ça que veut mettre fin M. Poutine. L'agression. Et à ce moment-là, que fait le président de l'Europe ? Eh bien, il devait tout de suite aller à Kiev. Monsieur Macron n'a pas été à Kiev. Il a attendu les élections législatives françaises pour s'y rendre. Il fallait que l'Europe soit au rendez-vous. Il le fallait d'autant plus qu'en ne mobilisant pas assez l'Europe, en ne montrant pas ce soutien de l'Europe, on donne la main à qui ? Forcément, aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on tombe dans un autre campisme, puisque moi, j'essaye de dire qu'il faut échapper au campisme. Et donc, évidemment, les États-Unis occupent ce vide avec leur force, avec leur puissance et avec aussi leurs arrière-pensées impériales. Et donc, en effet, le discours aux Nations Unies de M. Macron était juste mardi dernier, mais il vient
bien tard, après beaucoup d'illusions. Vous savez, je le rappelle, qu'il y a même eu en russe et en ukrainien un néologisme qui a été fait, macronisé, genre parler pour ne rien dire ou pour ne rien faire, avec cette illusion qu'en donnant des coups de fil à Poutine, on va réussir, avec même cette phrase que je mets en cause. Il ne fallait pas humilier la Russie. Non. Il faut d'abord être du côté de ceux qui sont beaucoup plus qu'humiliés, agressés, violentés, je parle des Ukrainiens, dans leur liberté de choisir, et d'abord les soutenir, d'abord défaire l'agresseur, et puis après, on essaye de construire une paix par la diplomatie. Mais ce discours, comme si on disait, au temps par exemple, de l'agression américaine face au Vietnam, il ne faut pas humilier la puissance américaine. Non, il fallait soutenir les Vietnamiens. Oui, oui, je veux vous citer, Edwy Plenel, vous dites s'engager aux côtés des Ukrainiens aujourd'hui, comme hier des Syriens, comme avant-hier des Vietnamiens ou des Algériens, comme des Palestiniens, sans relâche, ne suffit aucunement s'aveugler sur l'opportunité que la Russie offre à la puissance américaine et à son prolongement stratégique, l'alliance militaire fédérée par l'OTAN. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de complicité d'intérêt entre l'OTAN et l'invasion russe. Non, c'est que d'une certaine manière, Poutine, dans une prophétie autoréalisatrice, crée ce qu'il prétend combattre. Contrairement à sa propagande, ce n'est pas du tout les avancées de l'OTAN qu'il est venu contrecarrer, c'est l'émancipation des peuples. Mais évidemment que c'est une opportunité pour la puissance américaine de revenir dans le jeu avec sa force militaire en Europe. Non, mon livre, et la phrase que vous citez en est l'illustration, c'est une défense de l'internationalisme dont je rappelle l'histoire, la généalogie. C'est cette idée qu'il ne faut pas être du côté des puissances, du côté de ce campisme qui choisit des États puissants contre un autre. Il faut être du côté des peuples, ne pas être indifférent au sort des peuples. Ma génération et mon histoire personnelle, c'est cela. Bien sûr que les indépendances, par exemple en Afrique, au Maghreb, ont pu donner des pouvoirs injustes, des pouvoirs qui ont opprimé ensuite leur peuple. Mais leur indépendance, leur combat pour l'indépendance était légitime. Il faut être du côté des peuples qui se soulèvent pour leurs droits, pour faire leur chemin et ensuite se battre, y compris contre leur propre domination. Et donc c'est ce que je dis. Il y a un campisme atlantiste pro-américain qui va en guerre du côté de l'Ukraine, mais qui ne pense rien de la Palestine. Moi, je n'oublie pas la Palestine. Je ne pense pas qu'on peut défendre le droit international contre Poutine en le piétinant quand il s'agit de la Palestine et des droits du peuple palestinien. Et c'est l'enjeu de cette guerre. L'enjeu actuellement de cette guerre, c'est de bloquer l'agresseur, de l'empêcher, et c'est rendre service en ce sens au peuple russe. En bloquant l'agresseur, comme le montrent les manifestations actuelles, nous aiderons le peuple russe à se libérer de cette dictature. Mais l'autre enjeu de cette guerre, c'est au nom de quoi va-t-on le bloquer ? Eh bien, on va le bloquer comme face au nazisme, avec des idéaux supérieurs, des idéaux démocratiques, des idéaux de principe. C'est pour ça que l'occasion de ce conflit, c'est de nous rappeler qu'on ne peut pas combattre Poutine sans être nous-mêmes fermes sur les droits fondamentaux. Sans oublier les crimes, vous dites les crimes de l'Occident. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut, dans ce moment-là, au contraire, être contre Poutine, par exemple, veut réécrire une histoire de grande puissance. Eh bien, nous, on doit avoir la force de regarder les fautes d'une logique de puissance. Mon livre, c'est un appel pour qu'on sorte des logiques de puissance. Ce sont les logiques de puissance qui emmènent le monde à la catastrophe et qui sont au cœur de la catastrophe écologique. Car Poutine, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le premier pollueur de la planète, il s'appelle Gazprom. Oui. Ça veut dire au fond que peut-être la victoire annoncée en Italie de l'extrême droite, après la Suède, que ce renforcement des nationalismes, vous dites aussi d'ailleurs de l'identitaire, du racisme, souvent prépare les guerres comme celles que l'on a aujourd'hui en Ukraine, les guerres de demain. C'est ça que vous dites. Ce livre, en réexhumant ce que j'avais écrit au moment des guerres yougoslaves, c'est un appel à se débarrasser de ce qui, à mon avis, a affaibli les gauches, ou plus largement le camp de l'émancipation ou le camp progressiste. Le repli sur le national. Le repli sur le précaré national, l'oubli du monde. Et dans cet oubli du monde, on en vient à ce moment-là à donner la main à notre pire ennemi, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire les tenants de l'inégalité naturelle. Si vous commencez à vous dire « je peux m'en sortir sans me soucier du monde », alors que le monde est en relation, vous commencez à vous dire que vous, votre pays,
votre identité, votre nation est plus importante que les autres, donc est supérieur aux autres. Et dans ce cas-là, vous donnez la main à ceux qui pensent ça, qui pensent qu'il y a des inégalités naturelles, qu'un blanc, eh bien, il est supérieur à quelqu'un qui a la peau noire, qu'un chrétien est supérieur à un musulman ou à une autre religion, qu'un Européen est supérieur au reste du monde, qu'un Slave, pour revenir à Poutine, a un poids et un devoir sur le monde. Les logiques identitaires, c'est l'ennemi de ce qui a permis que nous conquérons des droits, c'est-à-dire la défense de l'égalité, de l'égalité naturelle. Et donc, en discutant et en disputant ce que j'ai appelé en France les nationaux républicains, dont beaucoup ont dérivé vers l'extrême droite, ceux qui ont au fond abandonné le social, abandonné les causes de l'égalité pour le national, pour l'identitaire, j'essaye de dire que c'est en ayant fait ça que les gauches ont ouvert un chemin dans lequel se sont engouffrés par cette défaite, par cette défaillance, se sont engouffrés l'extrême droite. Et cela concerne le pouvoir actuel, qui depuis 5-6 ans, les polémiques sur les islamo-gauchistes, la dénonciation du wokisme, la loi séparatisme, la diabolisation des causes LGBT, la loi, cette façon de diaboliser les minorités. Si vous regardez bien, ce sont des obsessions en parallèle de celles de Poutine. Poutine dit la même chose. Il s'en prend aux minorités. Il ne veut qu'un seul bloc, qu'une seule identité. Comment on combattra Poutine? En se disant qu'au contraire, notre pluralité est une force, que ces polémiques sont dérisoires par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques. C'est cela la voie aujourd'hui importante. Et je souligne, c'est d'autant plus la voie importante que vous voyez bien que la question démocratique est décisive. Qu'a fait M. Poutine à peine a-t-il envahi l'Ukraine? Il a mis fin au dernier semblant d'apparence démocratique dans son pays. Vous savez qu'il n'y a plus de presse libre là-bas. On n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de se réunir pour critiquer, on n'a même pas le droit de dire que c'est une guerre, on va en prison. Le syndicat indépendant des journalistes a été dissous cet été. Et donc c'est un appel aussi à comprendre que ce qui se passe là-bas, comme ce qui se passait en Syrie, ça nous concerne. Oui. Si on le laisse faire, eh bien le pire nous arrivera à nous aussi. Quand vous lisez dans le journal Le Monde, que vous avez dirigé depuis Plenel, aujourd'hui encore, que Emmanuel Macron s'inquiète d'une possible victoire de l'extrême droite en France, vous lui dites quoi, vous? Je lui dis, il serait temps, mon gars. J'ai écrit il y a 1 an un livre, À gauche de l'impossible, où je soulignais comment, depuis qu'il est président, il n'a pas arrêté, lui, à son tour, comme hélas Manuel Valls et François Hollande, de faire la courte échelle à cette extrême droite. Ils ont épousé l'agenda de cette extrême droite. C'est M. Macron qui va faire une grande interview à Valeurs Actuelles pour relancer les questions identitaires. C'est M. Macron qui dit que le maréchal Pétain est un grand soldat, comme si on pouvait dissocier le grand soldat du collaborateur au pire crime européen, qui est le crime de génocide. Et c'est comme cela que, tout d'un coup, eh bien, la notabilisation de l'extrême droite se fait. Quand je vous parlais des médias, des oligarques, de la concentration, leur inaction permet qu'il y ait des médias de masse, des médias gratuits, qui sont des médias d'opinion. Pas des médias que vous achetez un média, vous achetez un journal, ça c'est votre choix. Mais si c'est gratuit et je branche ma télé et je peux avoir des télés de propagande, c'est eux qui ont permis ça. Et donc, il serait temps que M. Macron, dont je rappelle qu'il a été élu 2 fois par défaut, nous avons voté pour M. Macron, pas par conviction, oui, contre l'extrême droite. Et qu'a-t-il fait? Quand ont arrivé les législatives, son camp a renvoyé tout le monde, blanc bonnet, bonnet blanc, a renvoyé extrême droite et extrême gauche, comme si la NUPES, la NUPS, du Parti socialiste aux écologistes, en passant par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'était l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon a été ministre socialiste, ce n'est pas l'extrême gauche. Ils n'ont pas un couteau entre les dents, ils ne sont pas en train de vouloir brûler l'Élysée. Et donc tout ça est un scandale de considérer que l'extrême droite, je le redis, extrême droite, ce n'est pas
un mot infamant, c'est dire il y a des gens qui ont toujours pensé qu'il y a l'inégalité naturelle. Nous, on pense depuis Jean-Jacques Rousseau, les démocrates, hein, les républicains, qu'il y a une égalité naturelle. Oui. Nous naissons libres et égaux en droit. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Non, mais entre ce qu'il dit... Il n'est pas d'extrême droite. Mais non, mais la question, je ne dis pas qu'il est d'extrême droite, je dis qu'il faut bien... Vous êtes élu en 2017 pour réduire l'extrême droite. 5 ans après, vous vous retrouvez comme jamais avec un groupe parlementaire d'extrême droite. Et avec un discours de votre propre formation politique qui renvoie votre opposition de gauche, démocratique, du côté de l'égalité, au même plan que l'extrême droite. Et vous vous étonnez que l'extrême droite se sente chez elle. Évidemment que c'est le résultat de votre politique. L'extrême droite n'arrive jamais naturellement. Elle arrive par la défaite, l'auto-défaite du camp progressiste, du camp de l'espérance. Le fait que lui-même renonce à son imaginaire. Et donc, pour moi, il serait temps que M. Macron se réveille. De toute façon, il n'a qu'une chose à faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être réélu. Il s'agit de défendre des principes. Mais allons jusqu'au bout. Quand on a à combattre l'extrême droite et qu'il y a un Parlement plus divers qui a été élu, l'Assemblée nationale, on ne le contourne pas. On joue avec ce Parlement, on travaille avec ce Parlement. On ne crée pas un Conseil national de la refondation dont on nomme les membres, dont on décide tout seul lors du jour, et excusez du peu, dont la première réunion se tient à huis clos. C'est une très vieille conquête démocratique que quand on débat de l'avenir d'un peuple, c'est transparent, c'est public, ce n'est pas à huis clos. Et donc vous voyez bien qu'il y a encore un peu d'effort à faire pour être radicalement démocrate, ce qui est la seule façon de combattre aussi bien M. Poutine que ses amis d'extrême droite en Europe. Vous citez beaucoup Gramsci, cette fameuse phrase, hein, « Le vieux monde se meurt », je vous laisse finir. Le vieux monde se meurt et le nouveau monde tarde à naître, et dans cet intervalle surgissent les monstres, et nous en avons beaucoup sous les yeux par les temps qui courent. Mais il y a une autre phrase de Gramsci qui est au cœur de ce livre. C'est un texte de 1917, donc c'était la Première Guerre mondiale. « Je hais les indifférents ». L'indifférence est le poids mort de l'histoire. Et mon livre, c'est un appel à tous les citoyennes, citoyens, à secouer l'indifférence. L'indifférence pour le sort des autres. C'était la question des migrants, c'était la question des réfugiés, des exilés, des Syriens, c'est la question des Ukrainiens, du peuple russe opprimé. L'indifférence, secouer l'indifférence, c'est en se souciant du monde, du tout vivant, du tout monde, comme disait Édouard Glissant, qui m'accompagne dans ce livre, que nous nous sauverons nous-mêmes. Merci Elie Plenel. L'épreuve et la contre-épreuve de la Yougoslavie et l'Ukraine est publiée chez Stock. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui.